Pourquoi 3 des jets les plus puissants de Russie feraient-ils soudainement demi-tour et s'enfuiraient-ils face à un ciel vide? La réponse réside dans un capteur spécialement conçu pour rester invisible. Ce qui s'est passé au-dessus du golfe de Finlande n'était pas un simple conflit frontalier. C'était le premier test grandeur nature de la domination par la donnée. Les pilotes russes pensaient tendre un piège à l'OTAN. En réalité, ils alimentaient une base de données qui les entra pendant des décennies. Voici l'histoire de l'embuscade silencieuse qui a changé la guerre aérienne pour toujours. Nous sommes fin septembre 2025. Le décor, l'espace aérien glacial et gris au-dessus de la mer Baltique, plus précisément le golfe de Finlande. Tout commence comme une matinée de routine pour l'armée de l'air russe. 3 MiG-31 Foxhound décollent d'une base près de Saint-Pétersbourg. Pour comprendre l'importance de l'événement, il faut comprendre la machine. Le MiG-31 n'est pas un avion subtil, c'est une brute. Imaginez une muscle car des années 80 avec des moteurs de fusée attachés à l'arrière. Il est conçu pour une seule chose, une vitesse démentielle. On parle de Mach 2,8, c'est près de 3500 km/h. Il peut grimper à 25 000 mètres, frôlant littéralement le bord de l'espace. Pendant 40 ans, cet appareil a été le caïd du ciel. Son radar, le massif Zaslon M, est essentiellement un four à micro-ondes de la taille d'une petite voiture. Il est conçu pour percer le brouillage et voir des cibles à 400 km de distance. Quand un MiG-31 décolle, tout le monde fait attention. Le plan ce jour-là était simple. C'est une tactique appelée l'APA. Ils franchissent la frontière de l'OTAN près de l'île de Vaindlo, entrant dans l'espace aérien estonien. Ils font cela pour déclencher les alarmes. Ils veulent voir à quelle vitesse l'OTAN se réveille. Ils veulent voir quel radar s'allume. Ils veulent enregistrer les fréquences électroniques de la réponse. C'est un jeu auquel ils ont joué 1000 fois. D'habitude, cela suit un scénario précis. Les Russes franchissent la ligne. L'OTAN fait décoller quelques jets. Ils volent côte à côte, les pilotes se font signe, prennent quelques photos, et les Russes font demi-tour. C'est professionnel, c'est prévisible, c'est ennuyeux. Mais en ce mardi précis, le scénario a été jeté à la poubelle. Le chef de la formation russe vérifie ses écrans. Son radar massif balaie le ciel, cherchant la réaction de l'OTAN. Il s'attend à voir les pics radars des Eurofighters allemands ou peut-être des F-16 polonais. Il ne voit rien. Son système d'alerte de menace, l'appareil qui lui dit si un radar ennemi le peint, est silencieux. Selon ses instruments, il est seul dans le ciel. Il pousse la manette des gaz, emmenant la formation plus profondément en territoire OTAN. Il pense que l'Occident dort au volant. Il pense qu'ils ont peur de répondre. Mais il commet une erreur fatale. Il suppose que parce qu'il ne peut pas les voir, ils ne sont pas là. Il cherche un combat physique, mais il vient de marcher dans un piège numérique. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à 1200 km de là, dans une salle obscure à Uedem, en Allemagne, un commandant de l'OTAN regarde un écran. Il voit les MiG-31 clairement. Et d'une simple pression sur un bouton, il autorise une réponse qui n'a jamais été tentée auparavant. Le piège est tendu, et les Russes volent droit dans la gueule du monstre. Pendant que les pilotes russes riaient de l'incompétence apparente de l'OTAN, 2 F-35 Lightning II italiens étaient déjà en l'air. Ils avaient décollé de la base aérienne d'Amari en Estonie quelques minutes plus tôt. Mais contrairement au bon vieux temps, ils n'ont pas décollé avec la post-combustion hurlante. Ils sont restés bas. Ils sont restés silencieux. Le F-35 est souvent mal compris. Les gens débattent de sa vitesse en combat rapproché ou de son canon. Mais c'est passé complètement à côté du sujet. Le F-35 n'est pas un chasseur. C'est un super ordinateur volant doté de capacités de sniper. Voici le facteur wow qui a changé cet engagement. Les F-35 n'ont pas allumé leur radar. Dans un jet traditionnel, pour voir l'ennemi, vous devez allumer votre radar. Cela fonctionne comme une lampe torche dans une pièce sombre. Vous pouvez voir ce qui est devant vous, mais tout le monde peut voir le faisceau de votre lampe. Ils savent exactement où vous êtes. Le F-35 n'a pas besoin de lampe torche. Il utilise ce qu'on appelle le système à ouverture distribuée AN/AAQ-37. C'est un ensemble de caméras et de capteurs qui regardent dans toutes les directions à la fois, voyant la chaleur, l'infrarouge et les liaisons de données. Les pilotes italiens volaient à 130 km au sud des Russes. Leur radar était éteint. Ils étaient complètement invisibles aux capteurs électroniques. Pourtant, leurs écrans montraient les MiG-31 en définition 4K. Ils pouvaient voir la chaleur des moteurs russes. Ils pouvaient calculer leur vitesse, leur altitude et leur cap. Les Russes faisaient exploser leur radar Zaslon comme un phare, hurlant « Je suis ici !» au monde entier. Les F-35 ne faisaient qu'observer silencieusement, absorbant les données. C'est ici qu'intervient la théorie folle du combat moderne. Certains experts pensent que les F-35 ne se contentaient pas de suivre les MiG, ils les pirataient activement. La théorie veut que la suite de capteurs du F-35 puisse identifier les fréquences spécifiques que les jets russes utilisent pour se parler, et insérer du bruit ou des données fantômes dans leurs récepteurs. Qu'ils piratent ou qu'ils suivent simplement, le résultat était le même. Les Russes volaient à l'aveugle, tandis que l'OTAN avait une vue divine du champ de bataille. Mais les F-35 n'étaient pas les bourreaux, ils étaient les éclaireurs. Ils envoyaient toutes ces données de ciblage via un réseau sécurisé et inviolable appelé Liaison 16.
Ils transmettaient les coordonnées à un autre groupe de chasseurs, ceux qui portaient le gros bâton. Les Russes se croyaient en sécurité parce que leurs écrans radars étaient vides. Mais le ciel était en réalité rempli de lignes de code invisibles, toutes pointant directement vers leur cockpit. Le piège était sur le point de se refermer. Cible verrouillée, 0 avertissement. Cachés dans les nuages à l'ouest, 2 chasseurs suédois JAS-39 Gripen E attendaient. Si le F-35 est l'espion, le Gripen E est le couteau dans l'ombre. La Suède a conçu ce jet dans un but précis, tuer des avions russes au-dessus de la mer Baltique sans dépendre du soutien satellitaire américain. Les Gripen ont reçu les données des F-35 instantanément. Les pilotes n'ont pas eu à chercher les cibles. Les triangles rouges sont simplement apparus sur leur visière. Les Gripen transportaient le missile Meteor. Ce n'est pas le missile de votre grand-père. La plupart des missiles sont comme des feux d'artifice. Ils brûlent tout leur carburant en quelques secondes et continuent sur leur lancée. Si la cible est loin, le missile manque d'énergie et l'ennemi peut simplement faire demi-tour et le semer. Le Meteor est différent. Il a un statoréacteur, ramjet. Il peut moduler sa vitesse. Il respire de l'air. Cela signifie qu'il peut voler sur plus de 160 km et encore accélérer à Mach 4 dans les dernières secondes. Il crée une immense no escape zone, zone de non-échappatoire. Si vous êtes dans cette zone, vous ne pouvez pas fuir, vous ne pouvez pas vous cacher. Vous allez passer une très mauvaise journée. Les pilotes suédois se sont mis en position. Ils étaient bien au-delà de la portée visuelle, peut-être à 100 ou 110 km. Ils ont obtenu un verrouillage ferme sur les MiG-31. Normalement, quand un jet vous verrouille, votre cockpit hurle. Une tonalité forte vous avertit qu'un radar vous a attrapé. Mais voici la partie terrifiante. Les Gripen n'avaient pas allumé leur radar non plus. Ils verrouillaient en utilisant le flux de données des F-35 invisibles. Les pilotes russes volaient droit et à plat. Ils mangeaient un sandwich. Ils étaient détendus. Ils n'avaient aucun avertissement que 6 des missiles les plus meurtriers sur Terre étaient armés et braqués sur eux. C'est le scénario cauchemardesque pour tout pilote. Vous comptez sur votre technologie pour vous garder en sécurité. Quand cette technologie dit « tout est clair », vous la croyez. Le commandant suédois a retenu son tir. Ce n'était pas une guerre. Pas encore. C'était une leçon. Le but n'était pas de les abattre et de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Le but était de leur montrer que leur belle vitesse de Mach 2,8 ne signifiait absolument rien. Mais la démonstration ne faisait que commencer. Il était temps d'arrêter de se cacher et de commencer à leur faire mal. Il était temps de déclencher la suite de guerre électronique. Si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Cela nous aide vraiment à continuer de créer ces récits d'aviation approfondis. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne directement, vous pouvez aussi laisser un super thanks ci-dessous. Cela signifie beaucoup pour nous. Les Russes étaient sur le point de réaliser qu'ils n'étaient pas seuls. À 9h42 précise, les jets suédois et italiens ont activé leur suite de guerre électronique simultanément. À l'intérieur des MiG russes, le monde s'est renversé en une microseconde. Les écrans radars Zaslon, qui étaient vides une seconde plus tôt, se sont soudainement illuminés comme un sapin de Noël. Mais ils ne montraient pas 3 jets ennemis, ils en montraient 30, puis 50, puis 10. Les cibles sautaient partout sur l'écran à des vitesses impossibles. C'est ce qu'on appelle la DRFM, Digital Radio Frequency Memory. Les jets de l'OTAN avaient enregistré les impulsions radars russes, les avaient modifiées et renvoyées. L'ordinateur du MiG-31 ne pouvait pas faire la différence entre un vrai jet et un signal fantôme. Les récepteurs d'alerte de menace ont commencé à hurler de toutes les directions. Une seconde, la menace était à 12 heures, en haut. La suivante, elle était derrière eux. L'alerte audio était un cri constant et assourdissant à l'intérieur des casques des pilotes. Le chef de formation a essayé d'appeler son ailier par radio. « Rompez la formation ! Rompez la formation !» De la friture. Juste du bruit blanc. Le brouillage était si précis qu'il avait coupé la fréquence spécifique utilisée pour les communications vocales entre les jets russes. Ils étaient isolés, sourds, muets et aveugles. Imaginez la panique. Vous êtes dans un tube d'aluminium supersonique. Vos instruments vous mentent. Vous ne pouvez pas parler à vos amis. Et votre ordinateur vous dit que vous êtes encerclé par une armée de l'air entière apparue de nulle part. Les pilotes ont essayé de passer aux fréquences de secours. Brouillé. Ils ont essayé de changer de mode radar. Brouillé. Ils combattaient un fantôme, et le fantôme gagnait. Puis, le brouillage sur la fréquence de garde d'urgence, le canal international, s'est soudainement levé pendant 2 secondes. Juste assez longtemps pour qu'une voix suédoise calme traverse la friture. Vous êtes sous contrôle. Tournez vers l'est immédiatement ou vous serez engagé. Vous êtes sous contrôle. C'est une façon polie de dire « nous vous avons verrouillé, vous êtes ciblé, et vous ne pouvez rien y faire ». Les pilotes russes n'ont pas hésité. L'arrogance avait disparu. La routine avait disparu. Ils ont claqué leurs manches vers la droite,
virant brutalement vers la frontière russe. Ils ont poussé leur moteur en post-combustion maximale, désespérés de retourner sous le parapluie protecteur de leur propre défense au sol. Alors qu'ils tournaient, les jets de l'OTAN les ont pris en filature. Ils ne se sont toujours pas montrés. Ils n'en avaient pas besoin. Les F-35 et les Gripen ont simplement escorté les Russes en fuite à distance, maintenant la pression électronique jusqu'à ce qu'ils franchissent la ligne. C'était une victoire psychologique totale. Les pilotes russes ont atterri à leur base en tremblant. Ils ont dû rapporter à leur commandant qu'ils avaient été complètement neutralisés par un ennemi qu'ils n'avaient même jamais vu. Mais les vrais dégâts n'étaient pas pour l'ego des pilotes. Les vrais dégâts étaient dans les données. La retraite fut le dernier clou du cercueil. Les 3 MiG-31 ont touché le sol, leurs pneus crissant contre le tarmac froid dans un nuage de fumée bleue. À l'œil nu, ils étaient rentrés sains et saufs. Les pilotes sont sortis, secoués mais vivants. Mais stratégiquement, ils avaient été oblitérés. C'étaient des avions fantômes. Des cercueils volants qui avaient été abattus une douzaine de fois sans qu'un seul missile ne quitte le rail. Rappelez-vous le récit qu'on nous a vendu ? On nous a dit que les Russes essayaient de mordre à l'hameçon de l'OTAN, la vieille stratégie soviétique. Piquer l'ours, forcer le radar occidental à s'allumer et enregistrer les fréquences. C'est un jeu du chat et de la souris qui se joue depuis la guerre froide. Mais dans cette rencontre, l'OTAN a inversé le scénario avec une efficacité terrifiante. En forçant les intercepteurs russes à passer par tous les modes radar, toutes les fréquences de secours et tous les protocoles d'urgence dans une panique aveugle, l'OTAN ne s'est pas contenté de se défendre. Ils ont pratiqué une autopsie numérique sur un patient vivant. Chaque tentative désespérée des Russes pour briser l'étau électronique a été enregistrée. Chaque saut de fréquence, chaque modulation de largeur d'impulsion, chaque tentative frénétique de passer au ciblage manuel. Les F-35 ne faisaient pas que brouiller, ils se régalaient. Ils ont aspiré des téraoctets de données brutes, asséchant l'âme électronique russe. Ces données ont été immédiatement injectées dans les fichiers de données de mission mondiaux du programme Joint Strike Fighter. En quelques heures, ce renseignement a probablement été téléchargé vers chaque F-35 à travers le globe. Maintenant, un pilote assis sur une piste en Norvège, un marine dans le Pacifique et un pilote d'essai au Nevada savent exactement à quoi ressemble électroniquement un MiG-31 paniqué. Ils possèdent l'empreinte digitale numérique de la peur russe. Les codes de défense n'ont pas été simplement cassés, ils ont été fracassés et diffusés au monde entier. En surface, cet incident a prouvé que l'ère du haut et rapide est morte et enterrée. Le MiG-31 Foxhound est un dinosaure, un vestige d'une époque où la vitesse était reine. Il a été construit pour distancer les missiles, mais on ne peut pas distancer la lumière. On ne peut pas aller plus vite qu'un paquet de données. Nous sommes passés d'une guerre cinétique à une guerre de l'information. La doctrine russe, qui s'appuie lourdement sur le contrôle au sol, disant aux pilotes où voler, a été tranchée. Leur dépendance à des radars puissants et brutaux s'est retournée contre eux. L'OTAN a prouvé qu'elle pouvait aveugler le Cyclope. C'était une masterclass en effets non cinétiques. Pas besoin de faire exploser un tank si vous pouvez transformer ces capteurs sophistiqués en presse-papier. Il devient juste une lourde boîte en métal posée dans un champ. Cependant, nous devons arrêter de nous féliciter un instant. Nous devons regarder dans les coins sombres de cette rencontre, là où le récit officiel commence à s'effilocher. Parce qu'il y a une dernière couche glaçante à cette histoire que beaucoup d'analystes chuchotent dans des forums privés et cryptés. Nous devons poser la question qui fâche. Était-ce trop facile ? Manquons-nous quelque chose d'énorme ? Considérez à qui nous avons affaire. Les Russes jouent à ce jeu depuis 70 ans. Ce sont les grands maîtres de la maskirovka, la tromperie militaire. L'art de montrer à votre ennemi exactement ce que vous voulez qu'il voie pendant que vous tenez un poignard dans votre dos. Est-il possible, juste à peine possible, que les Russes savaient qu'ils étaient observés par les F-35 depuis le début ? Voici une théorie qui gagne du terrain dans la communauté de défense souterraine. Le signal du cheval de Troie. Et si les données que les F-35 ont aspirées n'étaient pas seulement des impulsions radar ? Et si c'était une charge utile, payload? Nous savons que la guerre électronique moderne est une route à double sens. Quand les F-35 ont ouvert leurs capteurs pour enregistrer les fréquences russes, ils ont essentiellement ouvert une porte numérique. Certains théoriciens radicaux suggèrent que les Russes voulaient que l'OTAN enregistre cette séquence de données spécifiques. Ils spéculent qu'enfoui profondément dans le bruit, caché dans les sauts de fréquences chaotiques des MiG, se trouvait une bombe logique, un code viral dormant, conçu pour infiltrer les fichiers de données de mission. Pensez-y, nous venons de mettre ces données en réseau avec chaque F-35 de la flotte. Si ces données contiennent un malware dormant, nous n'avons pas seulement remporté une victoire tactique, nous venons d'infecter toute notre force aérienne avec un virus russe. C'est la pilule empoisonnée ultime. Vous laissez l'ennemi voler vos secrets, sachant que les secrets vont les tuer. Et cela devient encore plus fou. Il y a des rapports, non confirmés mais persistants, selon lesquels le brouillage subi par les MiG ne se comportait pas comme une guerre électronique standard. Certains observateurs ont noté que la perturbation n'était pas seulement sur les écrans radars. Il y avait des rumeurs d'interférence avec les commandes physiques de l'avion. Cela mène à la terrifiante théorie de la prise de contrôle des commandes de vol.
L'OTAN a-t-elle testé une arme qui ne se contente pas de brouiller les capteurs, mais injecte réellement de fausses entrées dans l'ordinateur de vol du jet ennemi? Si c'est vrai, cela signifie que nous pouvons techniquement posséder un avion ennemi en plein vol. Mais renversons la perspective vers les Russes. Et si les MiG n'avaient jamais été le but? Et s'ils étaient l'appât dans un piège beaucoup plus grand et plus sombre? Imaginez un scénario où les MiG-31 étaient le caillou jeté dans la grotte pour réveiller la bête. Pendant que l'OTAN était occupée à rire des MiG aveuglés, concentrant tous leurs capteurs high-tech sur ces 3 jets, que se passait-il 80 km derrière eux? Certains spéculent que la Russie avait un auditeur passif et silencieux dans les airs, peut-être un ballon à haute altitude, un drone furtif ou même un satellite passant au-dessus, qui écoutait purement le signal de brouillage de l'OTAN. C'est la théorie de l'espace négatif. Vous ne pouvez pas voir un avion furtif sur un radar, mais si cet avion furtif allume un émetteur de brouillage massif, il illumine le spectre électromagnétique comme un sapin de Noël. En forçant les F-35 à brouiller les MiG, la Russie pourrait avoir forcé les F-35 à révéler leur propre position électronique. Ils ont sacrifié le secret de 3 vieux jets pour cartographier les positions invisibles des chasseurs les plus avancés de l'OTAN. Ils ne cherchaient pas l'avion. Ils cherchaient le vide d'où provenait le brouillage. L'OTAN a-t-elle gagné la bataille mais perdu la guerre? Nous sommes repartis en nous sentant supérieurs, moquant leur technologie obsolète. Mais dans le monde de l'espionnage à enjeu élevé, la personne qui se fait humilier est souvent celle qui prend des notes. Si la théorie du cheval de Troie ou la théorie de l'espace négatif tient la route, alors la prochaine fois que ces deux forces se rencontreront, les écrans ne resteront pas vides. Les chasseurs pourraient réaliser, trop tard, que le jeu a changé et qu'ils ne sont plus ceux qui tiennent la manette. Alors, était-ce une masterclass de l'OTAN ou un piège du renseignement russe? La ligne entre la victoire et l'appât est plus fine que vous ne le pensez. Dites-moi votre théorie dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vérités non classifiées.